Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Le système solaire comporte 4 planètes telluriques, c'est-à-dire 4 planètes rocheuses. Elles sont aussi vieilles que le système solaire et ont évolué pour former des mondes aujourd'hui très différents. Notre système a cependant eu une histoire mouvementée. On soupçonne fortement que le couple Terre-Lune est né d'une collision incroyablement violente, et ce n'est peut-être pas le seul. Une météorite découverte dans le Sahara vient apporter le premier indice d'un 5e monde aujourd'hui disparu. D'infimes cristaux entrelacés dans sa structure nous racontent l'histoire d'un planétoïde de la taille de la Lune ou de Mars qui aurait fait partie de notre système il y a bien des milliards d'années, avant d'être détruite, probablement par une collision. Aujourd'hui, on décrypte cette actualité et bien d'autres dans DNDE. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. Les météorites qu'on trouve sur Terre peuvent venir d'un peu partout dans le système solaire. La grande majorité sont des fragments d'astéroïdes, des vestiges primitifs de la formation du système solaire. Mais certaines ont une origine bien plus exotique. Une poignée d'entre elles viennent de la Lune, arrachées à sa surface par des impacts géants. Une fraction encore plus faible a été identifiée comme étant martienne, expulsés de la planète rouge avant de finir leur voyage sur Terre. Et il existe aussi des météorites plus mystérieuses dont le corps parent est inconnu, soit parce qu'on ne parvient pas à identifier une empreinte chimique cohérente, soit que leur corps parent ait tout simplement disparu. Parmi ces messagers du passé, les Angrites occupent une place à part, extrêmement rare. Elles ne représentent qu'une infime fraction des météorites connues. Elles figurent parmi les roches les plus anciennes jamais datées. Elles constituent ainsi une sorte de capsule temporelle exceptionnelle, capable de nous renseigner sur une époque où les planètes étaient à peine formées. Leur provenance fait débat. Certaines les lient à des astéroïdes de la ceinture principale. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir de matériaux éjectés de Mercure. Dans cette famille restreinte, il existe une Angrite qui pourrait cependant bouleverser notre vision du système solaire. Elle se nomme NWA 12774. Elle a été découverte en 2019 dans le désert du Sahara, une région prisée des chasseurs de météorites. L'échantillon, d'une masse d'environ 500 grammes, pourrait refermer des informations remontant aux tout premiers instants du système solaire. Les analyses indiquent en effet qu'il s'agit d'une roche vieille d'environ 4,5 milliards d'années, ce qui en fait l'un des matériaux les plus anciens accessibles aux scientifiques. Un minuscule fragment de pierre qui a traversé pratiquement toute l'histoire du système solaire avant de terminer sa course sur notre planète. En examinant plus en détail NWA 12774, une équipe a identifié des cristaux de clinopyroxène particulièrement riches en aluminium, une signature minéralogique inhabituelle parmi les Angrites. Ce type de composition ne se forme pas n'importe où. Pour qu'une telle quantité d'aluminium soit incorporée dans ces cristaux, la roche a dû se cristalliser sous des pressions considérables, de l'ordre de 17,5 kilobars, soit plus de 17 fois la pression qui règne au fond de la fosse des Mariannes. Autrement dit, ces minéraux ne se sont vraisemblablement pas formés près de la surface, mais à des profondeurs importantes, enfouis sous des centaines de kilomètres de matériaux. Et c'est précisément là que les choses deviennent intéressantes. Un petit astéroïde ne possède tout simplement pas assez de gravité pour générer de telles pressions dans son intérieur. En d'autres termes, ces cristaux semblent porter la signature d'un monde beaucoup plus grand. Les chercheurs estiment que leur échantillon provient d'un corps qui faisait au moins 1800 km de diamètre, voire considérablement plus. Une véritable planète issue des tout débuts de l'histoire du système solaire, qui n'a malheureusement pas fait long feu. Ce petit bout de roche est ainsi une fenêtre fascinante sur un monde oublié, lesquels n'est probablement pas le seul. Au cours des premiers millions d'années du système solaire, celui-ci n'est pas peuplé uniquement par des planètes que nous connaissons aujourd'hui, mais probablement par des dizaines, voire des centaines de planétoïdes et d'embryons planétaires de taille variée. La plupart ont disparu depuis longtemps, absorbés par des mondes plus grands ou pulvérisés lors de collisions titanesques. Notre Terre elle-même est vraisemblablement le produit de plusieurs de ces fusions successives. Si cette population primitive a pratiquement entièrement disparu,
Les météorites pourraient en avoir conservé les derniers vestiges, offrant ainsi une fenêtre unique sur ces mondes oubliés qui ont précédé les planètes actuelles. Ces derniers jours, la France et l'Europe ont été au cœur des actualités spatiales. On a eu le droit à plein d'annonces qui peuvent nous réjouir quant au dynamisme du pays et du continent dans le domaine qui nous intéresse. Sans ordre particulier, The Exploration Company a enfin annoncé son lanceur. On le sentait venir depuis au moins un an. On savait que l'entreprise, franco-allemande, développait toute une série de moteurs au méthane, dont certains paraissaient bien trop puissants pour servir à une capsule orbitale ou un atterrisseur lunaire. Au moment où l'Agence spatiale européenne avait lancé son challenge des lanceurs, Tech avait annoncé faire partie d'une équipe prétendante sans révéler qui était le leader du consortium. Bref, on savait que l'entreprise travaillait sur le sujet des fusées, mais rien n'avait été annoncé officiellement jusqu'à la semaine dernière. The Exploration Company a fait parvenir des invitations pour présenter son nouveau moteur Storm. Une présentation qui devait avoir lieu ces derniers jours. Sur le site de l'entreprise, on trouve cependant déjà quelques infos juteuses. The Exploration Company annonce maintenant être une entreprise de transport spatial full stack. Entendez par là qu'ils vont continuer à faire des vaisseaux, mais aussi la fusée qui va avec. Le moteur Storm est présenté comme rapidement réutilisable et capable de produire 180 tonnes de poussée. Il permettra de propulser une fusée qui se nomme Irene. Des images sur la toile permettent de voir des représentations avec 9 moteurs au premier étage. Cela nous ferait 1600 tonnes de poussée au décollage. On joue clairement dans la cour des grands. Pour comparaison, une Falcon 9, c'est 770 tonnes de poussée au décollage. On tient donc là un véhicule qui est à peu près semblable à une New Glenn européenne. Bien entendu, après la présentation, on aura beaucoup plus de détails. Donc je vous invite à suivre l'épisode de mardi prochain pour en savoir plus. Ce n'est pas le seul front sur lequel The Exploration Company est active. Elle vient également de mener un test de largage de sa capsule Nyx, ce qui a notamment permis de vérifier le bon fonctionnement des parachutes, les petits et les grands. Un véhicule d'essai a été largué par hélicoptère à 2800 mètres d'altitude. La séquence d'ouverture s'est bien déroulée, ce qui a permis au véhicule de se poser en douceur dans le désert de Mojave, aux États-Unis. Rappelons que Nyx est un vaisseau cargo destiné à desservir des stations spatiales. Pour le moment, il est développé dans une version cargo, mais il a les bonnes dimensions pour pouvoir également accueillir un équipage. Via du ravitaillement orbital, The Exploration Company avance même qu'il pourrait avoir une allonge lunaire. S'il dispose d'un lanceur de classe New Glenn pour lui donner l'impulsion initiale, on aurait tendance à les croire. Dernière actualité concernant The Exploration Company, ils viennent de former un partenariat avec LEAP-71. Normalement ce nom doit vous parler puisque c'est celui qui était au cœur de la vidéo qui a le mieux marché sur notre chaîne cette année. LEAP-71 fait du design industriel par ingénierie computationnelle. Ce n'est pas vraiment de l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un procédé dans lequel on laisse des algorithmes explorer des solutions à des problèmes donnés. Je vous invite à voir ou revoir la vidéo qu'on a dédiée au sujet. Bref, The Exploration Company va exploiter le modèle de LEAP, Noiron RP, pour le design de ses moteurs fusées. Cela donnera peut-être lieu à ces fameuses formes inhabituelles, presque organiques, dans les chambres de combustion et les tuyères des futurs véhicules de l'entreprise. Voilà en tout cas un acteur en pleine forme qui défie le marasme dans lequel on voudrait nous faire croire que l'Europe s'enfonce. Et ce n'est pas le seul. Car derrière le succès du spatial américain, il y a parfois des Européens, voire des Français. L'exemple de la semaine, c'est Venturi Astrolab. Un partenariat un peu spécial qui s'est installé des deux côtés de l'Atlantique. Astrolab, l'entité américaine, vient de remporter un contrat de la part de la NASA pour construire un rover lunaire léger dans le cadre du programme LTV, le CLV-1. Ce qu'on vient d'apprendre, c'est qu'une bonne partie de ce rover qui transportera les nouveaux astronautes sur la Lune viendra en fait de Toulouse. Venturi Space, la partie européenne du partenariat, vient en effet d'annoncer qu'elle va investir 250 millions d'euros pour construire un méga centre technologique de 16 000 m² dédié à la mobilité sur la Lune et sur Mars. C'est là qu'une bonne partie des rovers de l'entreprise seront construits. Dans le cas du CLV-1, c'est cette installation qui devrait fournir les roues, les batteries et d'autres sous-systèmes du rover américain. On a eu la chance de voir des prototypes de roues de Venturi en action et c'est un sujet passionnant. Il y aurait de quoi en faire toute une vidéo, et c'est d'ailleurs probablement quelque chose qu'on va vous faire rapidement. Enfin, et de manière peut-être un peu plus surprenante, on a également eu des news ces derniers jours de vols habités avec des Français. Et on ne parle pas de la Station Spatiale Internationale où Sophie Adno effectue actuellement une mission. La station est en fin de vie, on a d'ailleurs eu le droit à quelques frayeurs ces derniers jours, dû à une fuite d'air dans le module Zvezda. Cette fuite est connue depuis 2019, mais elle semble avoir empiré ces derniers jours.
Cela a poussé une partie de l'équipage à se réfugier dans le vaisseau Dragon, le temps que leurs collègues tentent une réparation. La situation est encore chaude, elle démontre en tout cas assez clairement que l'ISS arrive au bout de son cycle de vie. La suite, côté occidental, c'est une série de stations privées, dont certaines sont en développement depuis quelques années. Elles portent les noms de Starlab, d'Orbital Reef ou encore d'Axiom Space Station. Ces projets avancent, mais beaucoup d'observateurs craignent qu'ils ne soient pas assez rapides, ce qui pourrait engendrer une rupture de capacité avec la fin de l'ISS en 2030. Plus récemment, un autre acteur est apparu, qui a mis la vitesse d'exécution au cœur de sa stratégie, Vast Space. Vast a adopté une stratégie incrémentale où il compte déployer des stations de plus en plus matures. La première, Haven 1, devrait ainsi être équipée de systèmes de support vie assez primitifs. Elle embarquera des réserves finies d'oxygène, de filtres à CO2, etc. Ce qui lui permettra d'accueillir des équipages pendant une durée limitée en se reposant par ailleurs sur les systèmes de support vie de Dragon. Cette méthode en fait une station temporaire qui ne pourra plus être occupée après quelques semaines de mission. Mais elle en fait également une station beaucoup plus simple à développer et plus rapide à lancer. Couplée à des méthodes de construction basées sur l'aluminium, cela doit permettre à l'entreprise de déployer sa première station l'année prochaine, bien avant ses concurrents. Après ça, Vast assemblera de grandes stations modulaires avec de vrais systèmes de support vie et même la possibilité de faire de la gravité artificielle par rotation. On avait fait une vidéo sur le sujet il y a un an que vous pouvez consulter pour plus de détails. Bon, vous allez me dire, et les Français là-dedans? J'y viens. La semaine dernière, on a appris que 2 astronautes nationaux, Thomas Pesquet, qu'on ne présente plus, et Arnaud Prost, un réserviste des nouvelles classes de l'ESA, vont mener des missions avec Vast. Il s'agit de 2 missions très différentes qui seront assez courtes. Thomas va repartir sur l'ISS. Il sera le commandant de la mission PAM-6, une mission privée en partenariat avec la NASA, pour laquelle le Français devrait se sentir comme un poisson dans l'eau. Arnaud, pour sa part, partira dans la station Haven 1. Il fera partie de son tout premier équipage. Les 2 missions dureront 2 semaines et auront lieu en 2027. Après ça, tous les astronautes français en activité, titulaires et réservistes, auront de l'expérience en orbite. Sophie, Thomas et Arnaud auront ainsi de belles cartes à faire valoir pour prétendre à la Lune. Bon, vous l'aurez compris, l'intérêt scientifique de ces missions est plutôt réduit. Ce sont des missions privées, surtout pour annoncer l'arrivée de Vast en Europe. L'entreprise américaine va établir son siège européen à Paris. La fin de l'ISS signifie qu'on va aussi chercher des alternatives en Europe. Pour le moment, Airbus est bien engagé sur la station Starlab, l'ESA a commencé à discuter avec Blue Origin, et avec ses missions chez Vast, on voit se dessiner de multiples voies qui devraient offrir plein d'opportunités pour les astronautes du continent. Vast continue donc d'avancer à toute allure. Et vous vous rappelez peut-être qu'il y a 2 ou 3 semaines, on avait discuté d'un autre de leurs projets. Vast veut faire des bus pour méga satellites, notamment pour servir le marché juteux des data centers orbitaux. Ils ne sont évidemment pas les seuls sur le créneau. Ils emboîtent le pas à SpaceX qui vient de nous en dévoiler un peu plus sur le sujet. SpaceX, vous le savez, pense que l'avenir de l'entraînement et de l'inférence de l'intelligence artificielle se joue dans l'espace, notamment pour avoir accès à une énergie solaire stable et abondante. En début de semaine, l'entreprise nous a présenté à quoi vont ressembler ses premiers satellites dédiés au calcul. Ils se nommeront les AI-1 et devraient être particulièrement impressionnants. 70 mètres d'envergure une fois les panneaux solaires déployés, et 20 mètres de haut avec les radiateurs. Cela permettra de produire jusqu'à 150 kW de puissance électrique. Les cartes de calcul pourront s'alimenter en moyenne sur 120 kW. Les radiateurs, la partie peut-être la plus délicate, s'étendront sur 110 mètres carrés pour refroidir toute cette consommation. La chaleur y sera transportée par des boucles liquides avec des pompes redondantes pour éviter les pannes. Les cartes de calcul seront installées sur les côtés du bus et semblent sur les animations plutôt modulaires, probablement pour mettre du NVIDIA en premier lieu, puis éventuellement les puces conçues et fabriquées par SpaceX AI via le Terafab Project. On peut se demander s'il resterait possible d'interchanger ces modules en orbite pour éviter une obsolescence de tout le satellite. En tout cas, l'avenir commence à être extrêmement bouché avec des constellations de milliers voire de centaines de milliers de satellites. Bref, l'entrée en bourse de SpaceX est imminente. Vous comprenez donc pourquoi il faut absolument vendre cette vision ultra ambitieuse et intégrée avec des milliers de satellites, des puces conçues en interne, des modèles de langage de pointe et le Starship pour assurer la logistique de tout. La concrétisation de cette vision est encore incertaine. C'est un pivot énorme pour l'entreprise et on se demande si ça va réussir à convaincre. En tout cas, on le répète souvent sur la chaîne, mais la gestion de tous ces satellites et de ces débris va être un sujet de plus en plus important. Et malheureusement, il n'y a toujours aucune régulation de prévue.
Allez, c'est tout pour ce DNDE. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo d'actualité spatiale mardi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et à consulter la description pour regarder nos sources. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.